Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau webinaire SEMJ en partenariat avec Digimind. Aujourd'hui, on va parler des 10 points clés à intégrer à sa stratégie SEO et médias sociaux dans le secteur de l'équipement de la maison. Donc, pour parler de ça avec moi aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir Christophe Asselin. Bonjour Christophe, est-ce que tu peux te présenter ainsi que l'activité de Digimind en quelques mots? Bonjour à toutes, bonjour à tous. Eh bien, ravi d'être avec vous ce matin. Alors, l'activité de Digimind, alors je me présente tout d'abord, donc Christophe Asselin, je travaille pour le marketing France et spécifiquement pour le contenu donc chez Digimind. Digimind, qu'est-ce qu'on fait? On édite des solutions de veille et de social listening, c'est-à-dire qu'on va écouter, surveiller tout ce qui peut être publié sur les réseaux sociaux, le web et les espaces de discussion en général, pour comprendre ce que pensent les consommateurs de votre marque, la réputation d'une entreprise, les tendances, analyser les concurrents et bien d'autres choses encore. Alors, donc on analyse tout ça et on travaille notamment pour des agences, communication digitale et évidemment pour des annonceurs. Ça va de l'industrie en passant par la grande consommation et à peu près tous les secteurs d'activité. Voilà. Merci pour ce tour d'horizon. Donc Digimind, c'est assez complémentaire avec SEMJ, puisque SEMJ, nous, on est la plateforme SEO dédiée à vos stratégies de contenu. Donc, c'est une plateforme qui va aider vos équipes marketing, SEO, vos rédacteurs à rédiger du contenu mieux optimisé en SEO, plus performant en moins de temps. Voilà, c'est ça l'idée. Et pour en revenir à l'idée de ce webinaire aujourd'hui, donc en fait, Digimind et SMJ, on a réalisé une étude sectorielle assez large sur, sur le segment, sur le secteur de la maison. Donc on a analysé 45 enseignes sur 5 segments: bricolage, décoration, électroménager, objets du quotidien, jardinage. Et nous, notre but aujourd'hui avec Christophe, c'est de vous présenter 10 points. Voilà, les 10 points Mm. principaux à retenir, sachant que l'étude en elle-même contient bien plus d'informations et va beaucoup plus dans le détail. Donc, à la fin de ce webinaire, vous pourrez évidemment la télécharger. Alors, petit point de contexte avant même de commencer. Donc, 2023, hein, une année qui est un peu compliquée, qui met à rude épreuve de nombreux secteurs. On a la hausse des prix de l'énergie, une inflation alimentaire, la réforme des retraites, morale et pouvoir d'achat des Français qui sont mis à rude épreuve. Et pour preuve, on a 92% des Français qui déclarent être contraints de modifier, voire de revoir à la baisse certaines de leurs dépenses. Alors, ils se sont déjà beaucoup équipés durant la crise sanitaire, hein, durant toute la période de confinement. Il y a beaucoup de ménages qui se sont rééquipés sur la maison. Et donc, l'habitat fait moins partie des priorités de consommation. Et selon une étude Sofinco en 2023, les dépenses liées aux sorties, à l'énergie, à l'habillement sont les premières à avoir été réduites. Et finalement, les réductions qui sont liées à l'équipement de la maison arrivent seulement en 5e position. Donc, c'est pas le poste de dépenses le plus réduit. Et Christophe, on va voir avec toi que les intentions d'achat sont toujours là. Tout à fait, puisque, bien, il y a d'autres études intéressantes, hein. On a trouvé l'étude de l'Institut de prospective et d'études de l'ameublement, qui nous apprend qu'il y a 11 millions de ménages qui souhaitent toujours vouloir acheter des meubles en 2023, donc c'est quelque chose d'assez positif. Un autre chiffre, et c'est encore de nouveau Sofinco, 9 Français sur 10 qui déclarent qu'ils comptent modifier leurs dépenses visant à rendre leur consommation plus responsable et leur habitat plus économe en énergie. Et puis, ces ménages misent également sur des travaux légers de rafraîchissement. Ça représente 5 millions d'entre eux qui souhaitent par exemple acheter de la peinture, du papier peint ou des revêtements de sol. Alors il y a d'autres chiffres intéressants qui concernent cette fois-ci, on va dire l'omnicanalité. Faut savoir que si les ventes en ligne et l'omnicanalité entre le point de vente et le digital se sont développés pendant les fameux confinements de 2020 et de 2021, c'est le magasin qui reste toujours essentiel pour le consommateur, hein, français, qui n'est pas encore prêt à réaliser tous ses achats en ligne. C'est 75% des consommateurs français qui disent finaliser leurs achats en magasin et qui aiment d'abord faire leur sélection en ligne avant d'aller acheter en point de vente, hein. C'est une étude LSA qui nous apprend ça. Et puis
ils sont 78% à penser que le conseil du vendeur est important. Ça, ce point-là, on va en reparler tout à l'heure. Ouais. Et donc, un des enjeux, ça consiste à accueillir, à conseiller au mieux les clients en magasin, après avoir facilité leur recherche, leur parcours sur le web, notamment en leur diffusant une expertise métier à travers le contenu. Et pour ça, le SEO et les médias sociaux, c'est 2 leviers clés. Mais en amont, il y a la problématique de trafic et notamment le trafic marque. C'est Charlie qui va nous en parler maintenant. Ouais, merci Christophe. Alors, donc là, comme je vous l'ai dit, on a résumé en 10 points principaux les grandes conclusions de cette étude sectorielle. Alors, le premier point, parce qu'on va aller du plus général au plus particulier, le premier point, c'est que c'est un secteur dans lequel le trafic marque est prépondérant. On a 70% du trafic sur les 45 grandes enseignes françaises qu'on a analysées. 70% du trafic, c'est du trafic marque contre 30% de hors marque. Alors, ça s'explique. Donc là, vous voyez, déjà, on a beaucoup de recherches navigationnelles. Donc, les recherches navigationnelles, c'est quand je veux aller sur Leroy Merlin directement accéder à la page catégorie sur les étagères murales ou comme là, Ikea, tapis scandinave. Donc, je sais déjà ce que je veux et où je veux y aller. Et puis, on a aussi un grand impact lié à Google Suggest. Parce que maintenant, Google, de plus en plus, va directement vous proposer, vous suggérer des enseignes. Vous tapez Guirlande Jardin, il va vous suggérer Jiffy, Ikea, Castorama. Donc, du coup, tout ce qui va être requête hors marque va être un peu réduit parce que ça va un peu influencer les gens. Et donc, dans le top 3, des sites qui génèrent le plus de trafic marque, on va avoir évidemment Ikea. On a Ikea, le site, finalement, d'un point de vue SEO est pas mal, mais c'est surtout le trafic marque qui rapporte du volume. 93% du trafic est lié à la marque. Leroy Merlin, c'est 43%. Brico Dépôt, 88%. Alors, première recommandation, c'est donc déjà essayer d'augmenter la notoriété de la marque et la puissance de sa marque. On va essayer de jouer sur différents piliers. En tout cas, d'un point de vue SEO, évidemment, le netlinking va être important. Toujours compter sur le pilier netlinking et toujours se renforcer à ce niveau-là pour avoir un site et un domaine considérés comme puissants par Google. Ça va de pair avec l'amélioration des signaux EEAT. Alors, si vous ne connaissez pas trop, on a fait un webinaire il y a quelques temps sur le AT, mais en gros, toutes les preuves de légitimité, de crédibilité que vous pouvez apporter pour justement renforcer l'influence, la notoriété de votre site, ça va compter. Alors, d'un point de vue réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on peut faire pour augmenter la puissance de la marque ? On vous recommande notamment de concentrer vos efforts, si possible, sur un réseau social, 2 au maximum, et ça va être évidemment en fonction de vos stratégies et surtout de vos cibles. Alors, il ne s'agit pas d'abandonner tous les autres canaux. D'ailleurs, on verra que les enseignes sont présentes sur pas mal de canaux, mais vraiment d'investir en priorité, ne serait-ce que ponctuellement pour tester des campagnes sur un réseau social en particulier. C'est ce qu'on fait, par exemple, des marques de jardinage, on le verra. Ouais. Alors, le point clé numéro 2, justement, c'est les marques qui vont engager, donc ces enseignes, ces 45 enseignes qui vont engager sur une palette de canaux social media assez diversifiés. En effet, à travers l'étude, donc on s'est aperçu que la plupart des canaux, dans le cadre de l'univers d'équipement de la maison, a son utilité et est utilisé, même si toutefois, vous voyez à l'écran, Instagram domine. C'est pas le cas de tous les secteurs. Si je prends par exemple un secteur au hasard, l'assurance, c'est Facebook qui domine clairement et les autres canaux sont très très peu actifs, ou alors Instagram pour le secteur de la beauté. Là, la diversité de l'univers de l'équipement de la maison fait que une utilisation de tous les principaux réseaux sociaux. Et donc, vous voyez à l'écran le podium des enseignes par canal qui génère le plus d'interactions. Et c'est assez diversifié et il y a tous les canaux sont potentiellement utilisés par un segment ou par les enseignes de l'univers de la maison entièrement. Alors, si on regarde concrètement ce que ça représente, alors, il faut savoir que effectivement, Instagram, pour l'univers de l'équipement de la maison, ça va permettre de générer de 50% à 90% du total des interactions
toute enseigne confondue. 50% seulement pour certaines, ça veut dire qu'elles vont investir sur d'autres canaux. Instagram, c'est idéal évidemment pour la problématique de décoration et de meubles, mais en fait, on s'est aperçu que là, c'est adapté à tous les segments, que ce soit électroménager ou les objets du quotidien, puisque les marques mettent en place et postent des tests produits ou du contenu inspirationnel, par exemple, et même des jeux concours. Le champion sur Instagram, enfin un des champions, une des enseignes championnes, c'est Maison du Monde. Vous voyez en bas à gauche ce post, c'est le post Instagram sur toute la période de l'étude qui a généré le plus d'engagement. C'est un post qui met en scène la décoration d'une salle de bain et en fait, on voit que les posts inspirants sont généralement pour ce secteur du retail ceux qui génèrent le plus d'interactions. Ça explique comment faire, c'est des suggestions de présentation, d'aménagement, voire de construction, qui sont autant de guides et de sources d'idées pour tout le public. Au-dessus, il y a un post TikTok. Alors TikTok, c'est pas encore exploité de manière régulière par toutes les marques qu'on a étudiées, par les 45 enseignes, mais les marques qui sont présentes ont de très bons résultats en termes d'engagement. Par exemple, dans le segment bricolage, il y a encore peu d'enseignes qui sont vraiment actives, mais celles qui y sont occupent vraiment l'espace. C'est le cas par exemple de Brico Dépôt, et c'est d'ailleurs un post de Brico Dépôt que vous voyez à l'écran qui a généré le plus d'engagement sur toute la période. TikTok, c'est performant, mais ça reste à apprivoiser. C'est très performant pour cibler les 20-30 ans et finalement adapté à l'univers, à tout univers d'équipement de la maison. Mais il faut s'adapter à chaque cible, évidemment. Et donc, sur TikTok, pour ce secteur, ce qui va bien marcher, ça va être la démo produit, le tutoriel, qui fonctionne davantage que le contenu inspirant. Et donc, champion TikTok, brico dépôt avec des tutoriaux très simples. Là, c'est juste une vidéo de quelqu'un qui va passer son rouleau de peinture. Il surfe sur les hashtags populaires et Truffaut aussi a une bonne stratégie sur TikTok. En termes de recommandations, qu'est-ce qu'on peut dire pour être performant sur l'engagement? D'abord, il faut s'adapter au code du canal. Ça paraît évident, mais je viens de vous en parler. Faut pas faire une version d'Instagram sur TikTok, la dupliquer parce que ça va pas forcément marcher, ça risque d'engager moins. Donc, il faut vraiment adapter sur du contenu très court. IKEA, on l'a vu dans la slide précédente, je vous la remets à travers cette publicité organique. Ils font du newsjacking, donc ils exploitent le canal Twitter. À ce prix-là, ça peut faire du bruit, donc ils exploitent l'actualité des castrolades à l'époque. Et donc, ils parviennent à performer sur Twitter, à exploiter ce potentiel du newsjacking, alors que leur communauté Twitter est 5 fois moins importante que leur communauté Instagram. TikTok, c'est pas forcément le canal idéal pour l'inspiration d'aménagement et de décoration, comme on peut le faire sur Instagram. Donc, faut bien penser que pour générer de l'engagement, c'est toujours une rencontre entre un contenu adapté et une communauté avec ses codes et ses habitudes. Par exemple, TikTok, les hashtags, les challenges et les tendances. Autre recommandation, il faut tester tous les réseaux. Ça va être compliqué et voire inefficace d'être présent sur tous les réseaux, mais il faut retester régulièrement des réseaux sociaux, même sur ceux que vous avez mis en pause pendant une période assez longue. Il peut y avoir une nouvelle dynamique sur certains réseaux. On le voit, ça a été le cas pour Twitter et IKEA dans ce cas-là. Il faut évidemment tenir compte des spécificités de chaque réseau social. Twitter, c'est le canal de la news, de la nouveauté, donc ça va être très efficace en termes d'activation de jeux concours. Et puis TikTok, faut pas oublier que de plus en plus, c'est aussi utilisé par la génération Z pour accéder aux news, donc faut en tenir compte. Et puis, troisième recommandation pour cet engagement, il faut pouvoir varier les types de contenus pour fidéliser les cibles. Par exemple, Truffaut va varier énormément ses contenus sur TikTok, il va poster des vidéos de déballage, des tests produits, mais aussi des conseils, et ça permet de fidéliser de nombreuses communautés différentes. Alors, on parlait de la puissance de la marque et il y a un autre aspect qui est très important, c'est le dynamisme économique ou le dynamisme des enseignes physiques qui a un impact aussi sur les performances sur les réseaux sociaux. Tout à fait. Donc, on a mesuré la performance des différentes enseignes donc sur les réseaux sociaux en termes de communauté, c'est-à-dire le nombre global d'abonnés sur LinkedIn, TikTok, Instagram et tous les réseaux sociaux. Et donc, on s'est aperçu que les champions des communautés, c'était IKEA en premier, Zara, puis Maison du Monde. C'est en fait le segment meubles et décoration qui réussit le mieux en termes de taille de communauté. Donc, par exemple, IKEA qui affiche une communauté de plus de 35 millions de fans.
fans qui viennent à plus de 90% de sa page Facebook. Zaha Home qui rassemble une communauté d'un peu plus d'11 millions d'abonnés. Mais il faut savoir qu'il n'y a pas du tout de contenu en français. Et puis Maison du Monde, cette fois-ci avec du contenu exclusivement en français, qui bénéficie d'une très bonne communauté de 5 millions de fans. Et la particularité, c'est que c'est très également réparti entre Facebook et Instagram, donc ça permet un bon engagement global. Donc le segment meubles et décoration le plus performant en termes de communauté, mais il faut savoir qu'une enseigne comme Action, donc c'est le segment objet du quotidien, se développe et se classe notamment à la fois 6e en termes de communauté et 6e en termes d'interaction. En effet, globalement, les discounters objets du quotidien comme Jiffy, Stocomanie ou encore Centracor sont tous bien classés en taille de communauté, mais aussi en génération d'interaction. Il y a plusieurs causes à ça. D'abord, il y a leur dynamisme de leurs comptes sociaux, Action, Jiffy ou BM. Alors BM, c'est le nouveau nom de Babou. BM, ils génèrent de nombreuses interactions, donc leur visibilité augmente chaque semaine et, eh bien la communauté va progresser également. Et vous voyez sur le classement à gauche de l'écran qu'il y a 7 discounters des objets du quotidien sur 9 étudiés dans notre panel qui occupent le top 10 des plus fortes progressions de communauté sur la période étudiée, donc qui s'étale sur plusieurs mois. Donc c'est une très bonne performance de ce segment. Autre cause, c'est aussi le dynamisme au niveau économique. Il faut savoir qu'on est en conjoncture économique d'inflation qui va être favorable à ces discounters. Et d'autre part, ces discounters, certains développent fortement leur nombre de points de vente. Par exemple, Action, c'est en moyenne 2 nouveaux points de vente ouverts par semaine. Il possède 726 magasins en France, Jiffy un peu plus de 500, Centracor 450 environ. Et en fait, on retrouve à peu près cette hiérarchie du réseau physique de magasins, en nombre de magasins, dans le classement des communautés que vous voyez à droite de votre écran pour ce segment des objets du quotidien. Alors, pardon. Ce qu'on peut dire en termes de recommandations pour développer ces communautés, 3 choses. Il faut pouvoir dialoguer avec l'audience. Si vous avez des parts de marché un peu faibles, si vous êtes plutôt challenger, eh bien, engager et générer des interactions, ça peut faire augmenter fortement vos parts de voix et au-delà de votre part de marché dans le monde réel. Par exemple, il y a Brico Dépôt, dont je parlais tout à l'heure. Eh bien, grâce à ces interactions, ils arrivent à faire mieux que Leroy Merlin en termes d'engagement, alors que Leroy Merlin a des parts de marché dans le VRL 3 fois supérieures. D'autre part, il faut communiquer à propos de vos réseaux en magasin au sein de votre réseau physique. Donc, il faut vous appuyer sur votre réseau de magasins pour booster vos communautés et notamment pousser le service et le conseil. Il y a beaucoup de magasins qui relayent en magasin le fait qu'on peut se connecter sur Instagram ou TikTok pour recevoir des conseils. Et eh bien, on va retrouver inversement sur les réseaux sociaux l'incitation à retrouver des conseillers et des vendeurs en magasin. Et en fait, cette connexion magasin-réseaux sociaux, c'est quelque chose qui peut être très performant et booster votre engagement et vos communautés. Il y a une référence dans ce monde de la connexion magasin-réseaux sociaux, c'est les magasins Nordstrom aux USA qui, il y a quelques années, avaient modelé leur rayon physique en fonction des articles préférés sur les tableaux Pinterest. Donc, ça peut être quelque chose de tout à fait performant. Puis enfin, il faut personnifier, c'est-à-dire que quand un humain parle dans des vidéos, on a tendance à s'identifier davantage que si c'est un objet qui est présenté ou un environnement de cuisine, par exemple, avec une voix off. Donc, ça engage beaucoup plus. Par exemple, les jardiniers chez Truffaut, par exemple, ou des influenceurs chez Brico Dépôt. C'est ce qu'on voit, par exemple, sur cette slide. On va avoir un jardinier qui intervient généralement régulièrement pour Truffaut, des influenceurs chez Brico Dépôt. Chez Weldom, bien, on est en connexion directe avec une vraie conseillère donc sur Instagram de la chaîne de magasins. Et puis, il y a Castorama qui met en scène des vrais clients et des avis consommateurs en vidéo. Voilà pour la personnification. Et puis, face à la notion de communauté, il faut aussi intégrer la notion de visibilité des pages. Et Charlie va nous en parler maintenant. Bah oui, c'est ça. C'est comme pour les réseaux sociaux. Quand tu fais des posts, il faut qu'ils soient visibles. Et en SEO, quand on fait des contenus, on veut qu'ils soient visibles. Et donc là, on a des conclusions de notre étude sectorielle, c'est que sur le segment analysé, les 45 enseignes, eh bien, seulement 11% des pages, 11% des contenus captent du trafic.
Alors, ça paraît très peu et ça l'est évidemment, mais ne pas s'alarmer parce que c'est une tendance globale, hein. Je vous renvoie à cette stat, hein, de Href qui datait déjà de 2020, qui expliquait déjà à l'époque que globalement 90 des contenus n'obtenaient aucun trafic organique, aucun trafic de la part de Google. Donc c'est très, très, finalement, ils sont dans la moyenne. Cela dit, évidemment, on a tout intérêt à essayer de modifier ça, puisque quand on fait des contenus, déjà ça coûte cher de faire du contenu, et puis bah, on a tout intérêt à ce qu'ils captent au moins des clics. Alors pour ça, on va évidemment vouloir les réoptimiser. Alors là, je vous renvoie aussi à une étude qu'on a publiée l'été dernier avec SMJ. On a analysé en gros 500 000 pages avant et après réoptimisation, vous voyez. Et puis, selon le content score, alors chez SMJ, on utilise un score qui s'appelle le content score, qui est un score sur 100, qui permet de mesurer en gros le niveau de qualité d'une optimisation. Et après réoptimisation, bah, toutes les pages qui avaient un content score supérieur à 70 avaient augmenté leur trafic de 32%, supérieur à 80, elles augmentaient de 67%, et tous les content scores, toutes les pages qui avaient des content scores entre 90 et 100 augmentaient leur trafic de 136%. Donc il n'y a vraiment pas de secret, vous avez beaucoup de pages existantes sur le site, ça va être des listings e-commerce, ça va être des listings de sous-catégories par exemple. Bah, pas hésiter à faire de l'optimisation pour qu'elle capte du trafic. Et c'est d'autant plus important en cette période, puisque vous le savez, hein, on parle beaucoup d'IA en ce moment. Et donc, il y a une prédiction, hein, de Bessemer Venture Partners qui nous dit qu'ils estiment que dans les 10 prochaines années, au moins 50% du contenu en ligne sera généré ou augmenté par l'IA. Donc, déjà, sur les dernières années, vous l'avez certainement constaté, on insiste à un enflement du nombre de contenus sur la toile, hein, ça ne fait qu'augmenter. Et ben, ça va se démultiplier, voilà, vraisemblablement dans les prochaines années. Donc pour tirer notre épingle du jeu, c'est vraiment plus important que jamais de faire en sorte que les contenus qu'on publie soient optimisés, soient vraiment optimisés pour le SEO. Alors, est-ce que vous pouvez utiliser l'IA pour publier des contenus? Ça, c'est un autre sujet. Oui, vous pouvez. Mais ce qui est important, c'est qu'il y ait une surcouche d'optimisation SEO pour faire en sorte que ces contenus se démarquent. Alors, les recommandations, bah, évidemment, quand on va rédiger ou réoptimiser un contenu, on va intégrer les intentions de recherche. Toujours très, très important de partir de l'intention utilisateur. Il faut que les contenus soient à l'image de votre marque. On est dans une niche là, enfin, sur un secteur dans lequel il y a vraiment de très beaux guides, des guides d'achat, etc., qui sont bien faits avec des vidéos, etc. Donc, le niveau est assez élevé. Donc, il faut qu'on faire en sorte que l'UX des pages qu'on propose soit à la hauteur. On va viser un content score assez élevé, hein. Nous, on préconise toujours un minimum de 70, et surtout apporter une réelle valeur ajoutée, de l'expertise métier, toujours pour cette partie EAT dont on a parlé avant. Et puis tu parlais, Christophe, des posts qui fonctionnent bien, qui sont ceux qui incluent des personnes réelles ou des experts réels. Sur Google, ça va être un peu la même chose. Cette partie expert métier et valeur ajoutée, elle est très importante. Donc, bah, si vous avez des experts métiers, des chefs de rayon, des ingénieurs, etc., bah, les faire participer ou les faire co-signer des articles, ça va vraiment apporter un petit plus, le petit plus d'expertise que n'ont pas les autres. Si vous rédigez avec de l'IA, évidemment, il faut que le niveau de rédaction soit 100% semblable à celui d'un rédacteur. Et enfin, des contenus fiables, riches et surtout utiles. Si vous avez suivi un petit peu, en septembre dernier, on a vu la Contentful Update, donc qui s'assurait, hein, que Google pénalise les contenus qui sont inutiles, entre guillemets, qui sont juste là pour enfler le volume, la volumétrie d'un site, et au contraire valoriser les contenus vraiment utiles. Donc vraiment s'orienter plus sur cette notion de contenu utile, bien fait, très expert. Alors, autre constat qu'on peut faire, hein, c'est que l'univers sémantique qui est couvert est assez large. Évidemment, on parle du secteur de la maison. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait 5 grands segments, mais en réalité, on peut les diviser en 18 clusters thématiques. Je voyais certaines personnes dans le chat qui se demandaient justement quelles étaient les thématiques couvertes. Et ben, dans cette étude sectorielle qui est sur l'équipement de la maison, on va avoir évidemment l'extérieur et le jardin,
cuisine, petit électroménager, gros électroménager, rangement. Ça va être les grosses thématiques qui, en termes de volume de recherche, sont les plus importantes dans notre étude sectorielle. Après, en bas de la liste, hein, tout ce qui va être objets connectés, sanitaire, linge de maison, etc., ça va être un peu plus niche. Donc ça porte, hein, sur notre étude encore des 45 plus grandes enseignes sur l'équipement de la maison, et c'est une clusterisation d'un échantillon des 5000 mots-clés qui ont le plus de volume dans ce panel-là. Alors, la recommandation pour se positionner, hein, sur ces différents marchés-là, parce qu'on a vu, l'équipement de la maison, c'est très large, déjà, toutes les pièces, c'est des thématiques différentes, etc. Le conseil numéro 1, ça va être de travailler une catégorie à la fois. On serait vite tenté, quand on a un site très généraliste, d'en mettre un peu dans toutes les catégories et de faire monter le site progressivement. C'est une option, tout à fait, hein, vous avez le droit de faire ça. Mais ce qui va être le plus efficace en SEO pour avoir des résultats rapides, c'est de travailler une catégorie à la fois, devenir, admettons, expert sur la thématique jardin. Et une fois qu'on a réalisé assez de contenu, voilà, je sais pas, une centaine de contenus sur cette thématique-là, là, on va faire le salon, puis la salle à manger, etc. Donc, on va vraiment adopter une approche en silo. Alors, l'approche en silo, ça va se retrouver même dans la manière dont vous organisez l'arborescence du site, hein. Donc, un bon exemple pour ça va être Cdiscount. Vous êtes certainement déjà allé voir sur Cdiscount. Quand vous cliquez sur une catégorie, là, par exemple, je clique sur jardin, animalerie, le menu principal disparaît. Il est toujours accessible, mais un peu caché. Et en fait, le menu principal va se transformer et me proposer que des sous-catégories qui sont liées à cette thématique-là. Donc, mobilier de jardin, parasol, barbecue, piscine, jardinage, etc. Donc ça marche très bien, ça permet vraiment de siloter nos contenus, de faire rentrer à la fois les utilisateurs et puis Google dans un tunnel thématique. Très important. Et puis capitaliser sur la longue traîne, évidemment, hein. On va essayer de devenir expert sur une grande thématique et sur toutes les entités qui sont liées à cette thématique-là. Donc ne pas hésiter à faire du contenu riche et surtout des contenus exhaustifs qui couvrent l'intégralité de la thématique. Ce qui nous amène au point numéro 6. On a vu que l'univers était très vaste en termes de thématiques abordées. Au niveau de la concurrence, c'est aussi un univers très vaste et donc c'est important de se différencier, Christophe. Oui, tout à fait, merci Charlie. C'est important de se différencier donc aussi sur les réseaux sociaux et c'est un secteur vaste avec des leviers de consommation qui vont être différents selon les segments finalement. Ce qui va nécessiter de différencier au moins 3 groupes au sein de cet univers assez vaste. Le bricolage, jardinage et la décoration, d'une part, les objets du quotidien et puis enfin le multimédia et électroménager. Pourquoi 3 groupes? Parce qu'on va avoir des différences lorsqu'on va vouloir analyser les messages à l'aide de vos outils de veille ou de social listening et mettre en place des stratégies de communication et de contenu donc sur les réseaux sociaux. Alors pour le groupe bricolage, jardinage, décoration, faut savoir que c'est des achats qui sont souvent impliquants, c'est-à-dire qui impliquent un budget assez important, type cuisine ou salle de bain, et donc ils vont nécessiter des conseils et de l'expertise pour des projets assez longs. Donc dans ce cas-là, en termes de contenu, il y a une importance du service et de la mise en scène, de la mise en contexte de l'environnement des produits, donc dans cette communication. Pour les objets du quotidien, c'est un peu l'inverse, hein, c'est des leviers de consommation qui sont essentiellement centrés sur le prix et puis ensuite sur le produit. Donc c'est des communications assez simples qui vont se focaliser sur la démo, sur le test produit et dans une très moindre mesure sur la mise en scène de ces produits, de ces objets. Et pour le groupe multimédia électroménager, eh bien là, la communication, elle se focalise sur la qualité, les fonctionnalités et la performance du produit. Hein, les marques, les enseignes vont communiquer sur la technologie, vont comparer les critères de choix, ça peut être le prix, la consommation d'énergie, le design, l'ergonomie ou même le bruit. Il faut savoir qu'à l'intérieur même de chaque segment, les attentes des consommations vont pouvoir être différenciées et en fait granulaires. Par exemple, si je prends le segment de bricolage, eh bien, vous consommez pas de la même manière un petit équipement de bricolage quand vous comptez acheter un simple tournevis. Ça va être encore différent quand vous voulez investir dans un barbecue, par exemple, et puis encore un autre niveau quand vous voulez vous projeter d'acheter une cuisine ou de l'électroménager. Donc là, ce qui va être important, c'est le projet et donc le service et l'accompagnement du retailer. Alors, il faut savoir que dans cet univers et dans cette problématique donc de communauté et d'engagement,
Mmh. Eh bien, c'est Maisons du Monde, Action et la Fnac qui sont les plus performants, mais ça reste à nuancer avec de grandes différences entre performance de taille des communautés et interaction. Si on regarde les recommandations, eh bien, il faut penser à se rappeler de sa cible quand vous voulez être performant sur un marché qui est pleinement diversifié. Se rappeler de sa cible, par exemple, TikTok, bah, c'est pas encore Instagram ou YouTube, hein. Pour TikTok, on a besoin de contenu très court, orienté sur une typologie de sketch ou de didactique. Même si, comme tout réseau social en forte croissance, l'audience de TikTok vieillit, elle reste encore plus jeune que celle d'Instagram avec des attentes différentes. Donc, en schématisant, si vous ciblez des jeunes urbains ou périurbains qui démarrent en jardinage ou en bricolage, ben, TikTok, ce sera un bon canal. Si vous avez plutôt des fans de décoration et d'esthétisme, ce sera davantage Instagram. Et puis, si vous avez des personnes plus seniors qui aiment faire des recherches de cours complets ou d'avis consommateurs très détaillés, ce sera davantage YouTube. Deuxième point, en recommandation, il faut pouvoir différencier le produit et le service. La simple question de savoir si vous voulez communiquer et promouvoir un produit ou un service, ça va vous permettre de segmenter votre contenu. Un contenu orienté test ou démo produit est très différent en termes de message et de canal ensuite, d'une mise en scène de produits et de la mise en avant d'une expertise ou d'un service. Et puis enfin, il faut vous positionner via une présence forte sur un canal, un type de contenu dominant dans un univers qui est très concurrentiel. Et cette concurrence, elle peut même s'effectuer au sein d'un même groupe d'entreprises avec des enseignes concurrentes. Par exemple, le groupe Invivo va gérer à la fois Jardiland et Gamme Vert, donc le positionnement dans ces cas-là est clé. Et donc, il y a par exemple certaines enseignes qui ont fait le choix, comme Truffaut, de bien investir sur TikTok, avec notamment du conseil. Et donc, si on regarde des exemples de ce que ça peut donner en termes de contenu, bien là, vous voyez 3 enseignes de jardinage qu'on a étudiées. Il y a des positionnements précis à travers le contenu, hein. Ça peut être le déballage chez Truffaut, donc sur TikTok, c'est le déballage, c'est un des axes historiques de TikTok. Des fiches conseils jardin potager pour Gamme Vert, donc sur Instagram, ou encore des initiatives concernant le développement durable chez Jardiland qui sont postées sur Facebook. À travers ces 3 types de contenus, on voit qu'on peut parvenir à toucher des sous-communautés bien différentes. Et c'est ça qui est intéressant et qui est essentiel. Et puis pour le contenu, il y a un autre critère dont va nous parler maintenant Charlet, c'est la saisonnalité. Oui, alors merci Christophe, quand on regarde un petit peu les mots-clés sur ce secteur-là, c'est évident que la saisonnalité va être très importante, peut-être même plus importante que pour, la plupart des autres secteurs. Déjà si on fait un constat général sur les clusters qu'on a identifiés, le plus gros cluster en termes de volume cumulé de recherche, ça va être celui qui concerne, l'extérieur et le jardin. Donc évidemment, déjà de ça, par définition, c'est lié à une saisonnalité. Mais même pour les autres clusters, ça va être le cas aussi. Juste pour info, hein, rien que la thématique jardin, en cumulé, ça représente plus de 3 millions en volume de recherche mensuel. Si on s'intéresse maintenant, à certaines requêtes, bah, voilà, évidemment, on va s'apercevoir que salon de jardin, par exemple, si on compare à chaise de bureau, il y a quasiment pas de saisonnalité, ou très peu. Salon de jardin, c'est très, très fluctuant, puisque là, on peut voir si on regarde les chiffres Href, pardon, qu'on va osciller entre 94 000 recherches mensuelles en janvier et 360 000, presque 400 000 au mois de mars. Donc vraiment, on n'est pas du tout sur les mêmes rapports. Donc ça va être très important à prendre en compte dans notre stratégie SEO justement. Parce que qu'est-ce qu'on peut recommander par rapport à ça? C'est déjà tenir compte de cette saisonnalité pour, bah, déjà publier des nouveaux contenus et rafraîchir les contenus existants quand c'est la période. Ce qui peut marcher très bien, c'est d'avoir, la même page, la même URL, hein, qui va accumuler de l'autorité, de la puissance au fil des années. On le fait déjà très bien pour les marronniers, hein, pour, la rentrée des classes, pour la fête des pères. Voilà, si vous faites, je sais pas, enseigne d'outillage. Il y a la page Fête des Pères, ça va être la même URL. Chaque année, on va la rafraîchir et puis changer la date, etc., rajouter un peu de contenu et puis elle va, au fil des années, acquérir de l'autorité. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on va anticiper sur la saisonnalité. Là encore, hein, c'est l'étude SEMJ qu'on a publiée l'année dernière qui observait le comportement de 500 000 contenus réoptimisés. Elle montrait
qu'en moyenne, un contenu met 3 mois à bien se positionner et il atteint son pic SEO au bout de 6 mois, donc son pic de positionnement. Donc évidemment, si je sais que j'ai une saisonnalité qui va atteindre son pic au mois de septembre, bah, je vais m'y prendre bien en avance. Alors petit exemple, hein, si je regarde l'hivernage de piscine, là aussi c'est très parlant. J'ai un pic qui survient chaque année à peu près au mois d'octobre. Si vous avez une piscine, vous savez pourquoi. Et donc, la petite astuce, c'est que je vais utiliser Google Trends pour identifier ces périodes de saisonnalité sur certains mots-clés, et je vais l'enrichir avec un plugin. Ici, j'ai pris le plugin qui s'appelle Glimpse, que je conseille, hein, en version gratuite, il fait l'affaire. Qu'est-ce qu'il permet de faire? Il permet de mettre en face d'une courbe de tendance, un volume de recherche. Donc c'est toujours intéressant quand vous êtes sur Google Trends d'avoir aussi le volume de recherche parce que par défaut, Google Trends ne vous le donne pas. Et puis autre outil que vous pouvez utiliser pour la saisonnalité, c'est si vous êtes client SAMJ, l'outil, le module idées de contenu qui fonctionne très bien là pour poils à granulés. Dans idées de contenu, je vais avoir donc des idées de contenu, des idées de sujets, prix, poêle à sans granules, enfin, poêle à granulés sans électricité, installation de poêle à granulés, et cetera. Et je vais voir où est-ce que j'en suis en termes de saisonnalité. Ça peut être toujours intéressant. Donc on a cet aspect-là, saisonnalité, des contenus qui et des thématiques qui reviennent chaque année à des moments différents. Et en plus de ça, on a des nouvelles habitudes de consommation et même des nouveaux mots-clés qui apparaissent. Alors, sans surprise, il y en a 2 qui se dégagent. C'est la première, l'aménagement d'un bureau tout confort. Donc là, hein, le confinement a un peu tout changé et puis maintenant la généralisation du télétravail, dans beaucoup de secteurs en tout cas, avec 75 mots-clés liés au terme, bureau, aménagé à la maison, et en termes de volume de recherche cumulé, on va être à plus de 330 000 recherches mensuelles. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui se développe, hein, d'année en année. Puis la deuxième grande thématique, ça va être tout ce qui est lié à la réduction de la consommation d'énergie, hein, à des habitudes de consommation plus, on va dire, plus responsables et qui prennent en compte l'environnement, avec des termes comme les LED, qui encore se développent chaque année. À noter, hein, que à part ça, les 2 grosses thématiques qui sont liées, ça va être la thématique salon séjour qui, au global, fait 800 000 recherches mensuelles, et la thématique déco qui est un peu liée, qui va inclure les cadres, les tapis, les guirlandes lumineuses, et cetera, qui va faire 760 000 recherches mensuelles. Alors, là aussi, hein, je vais utiliser plusieurs outils. Je peux utiliser un Href et puis constater un peu l'évolution sur les dernières années d'un volume de recherche. Là, je parlais des nouvelles habitudes de consommation. L'exemple du récupérateur d'eau de pluie, il est assez parlant. Sur le mot-clé récupérateur, tout court, déjà, je suis à 2300 en volume mensuel. Et puis, on peut voir en bas à gauche un récupérateur d'eau de pluie, récupérateur eau de pluie Lidl. On parlait des recherches marques. Bah voilà, on en a là aussi de plus en plus. Donc, attention aux termes de recherche qui peuvent paraître faibles en volume mensuel. Quand on constate un peu des signaux faibles, tu es bien placé pour en parler, Christophe, puisque c'est aussi ton métier. Quand on a des signaux faibles, des tendances qui sont à la hausse, ça va nous indiquer que c'est des mots-clés qui vont devenir de plus en plus importants. On a 9 Français sur 10 pour cette thématique-là qui déclarent qu'ils modifieront en 2023 leurs dépenses et qui s'engagent à des arbitrages visant à rendre leur consommation plus responsable, donc toujours selon cette étude Sofinco. Alors, moi, ce que j'aime bien faire, c'est regarder chez les meilleurs, en fait, les meilleurs acteurs. Dans les meilleurs en SEO, en tout cas, on a Mano Mano qui est souvent l'exemple à suivre. Là, j'aime bien ce qu'ils font, c'est qu'en plus de l'entrée menu classique, ils vont inclure des entrées menus temporaires liées à des tendances particulières. Là, vous voyez, ils ont inclus une entrée menu économie d'eau, économie d'énergie. Là, comme on arrive sur la période estivale, rafraîchir sa maison, et puis toute la thématique seconde vie, voilà, le marché de l'occasion, etc. Très, 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 très smart, hein, de leur part. Certainement que ce menu
va changer à partir de la rentrée et puis changer encore une fois cet hiver pour les fêtes. Donc ça, c'est une astuce qui peut bien fonctionner. Et en termes de recommandations, bah, on va utiliser des outils de veille. On va évidemment utiliser Google Trends. Je vais vous en montrer d'autres tout à l'heure. Et puis Ahrefs, SEMrush, etc. Prendre en compte les mots-clés fantômes. Alors, tous les mots-clés, par exemple, qui commencent à avoir du volume sur le marché US et qui, pour l'instant, ne sont pas affichés comme ayant du volume sur le marché français, bah ça, c'est intéressant parce que on sait que nos outils, en tout cas pour le marché français, ont une latence. Il y a souvent 6 à 9 mois de retard pour collecter des infos sur les volumes de recherche. Donc, on peut commencer à s'y mettre si on constate qu'il y a vraiment quelque chose en train d'exploser aux États-Unis. On va pour ça étudier la concurrence sur ces marchés et puis commencer à bâtir de l'autorité sémantique sur ces thématiques-là pour enrichir notre univers là-dessus. Donc là, petit exemple, si je prends un outil comme Exploding Topic, alors vous pouvez utiliser, moi j'aime bien, il y a Exploding Topic, il y a Pinterest Trend qui marche très bien, il y a évidemment Google Trend. Bon, avant, il y avait Google Correlate qui marchait très bien, mais il a été interrompu par Google. Et là, donc, dans Exploding Topic, je vais avoir une liste de sujets qui, selon la niche, selon mon industrie, sont en train d'exploser. Et là, j'ai Booklet Share en anglais qui fait plus 3000% sur le marché US. Et si ensuite je prends Google Trends pour confirmer sur la thématique fauteuil, je vois que quand je tape fauteuil, j'ai fauteuil bouclette qui est la traduction en français qui a plus 150%. Donc je vois qu'il y a une correspondance. Et sur Ahrefs, je vois que c'est également un mot-clé qui est en train d'exploser là en 2023, qui passe à 5600 recherches mensuelles avec une difficulté à 0. Donc voilà, si grâce à ça, vous lancez votre site de dropshipping sur les fauteuils bouclettes, je vous enverrai mon RIB. Alors, point clé numéro 9. Donc là, on a vu qu'il y avait 2 thèmes majeurs qui étaient le télétravail et puis aussi une consommation plus responsable. Et en termes de réseaux sociaux, il y a aussi deux choses qui se dégagent. Tout à fait, Charlie. Donc, avant-dernier point clé, les thèmes majeurs de conversation que sont le concours et le parcours client. Alors, concours et parcours client, c'est des axes de conversation, d'engagement très forts autour de l'univers de la maison. Et on voit que en fait, les conversations autour des jeux concours, ça représente 34% de l'ensemble des conversations. Mais si on agrège toutes les problématiques du parcours client, qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est-à-dire la recherche de produits, la navigation sur site web, les problématiques d'achat, de commande, de conseils, de livraison et de SAV. Les internautes vont poster énormément à propos de toutes ces problématiques. Et bien, si on agrège tout ça, ça représente 38%, donc c'est un peu plus que la thématique des concours. Alors pour revenir au concours, on a des champions qui sont des enseignes de type Fnac, Darty, mais aussi Truffaut et Boulanger, qui vont dupliquer sur 2 voire 3 canaux comme Facebook, Instagram et Twitter leur jeu et leur concours. Alors ça demeure un axe classique du marketing, mais c'est toujours efficace en termes de visibilité, de reach et d'engagement, puisque au-delà des partages et des retweets, eh bien les internautes vont être assez nombreux à poster des commentaires positifs sur leurs gains, sur ce qu'ils ont gagné comme produit, comme le post Instagram en haut à droite, donc à propos de ces jeux concours. Et puis en termes de parcours client, bien quand vous faites de la veille et vous collectez des insights consommateurs, donc les conversations des consommateurs sur ce qui se passe pour eux à travers leurs achats, ça montre qu'il demeure quand même une expérience assez négative qui va se cristalliser sur les thématiques de livraison et sur l'écart web magasin, l'écart entre le site web et le magasin, un écart entre les services offerts qu'on peut retrouver sur le web mais qu'on va pas retrouver forcément en magasin, ou un écart de stock. Vous commandez sur le web et finalement en stock réel, vous pouvez pas, votre commande n'est pas honorée parce que le produit n'est pas là finalement. Et donc, c'est 2 points qui sont assez différents puisqu'il y en a un qui est davantage maîtrisable que l'autre par l'enseigne. Par exemple, tout ce qui concerne la phase de livraison, ça souffre notamment du recours à des sociétés extérieures sous-traitantes. Davantage corrigeable ou maîtrisable, eh bien, ça va être les écarts qu'il peut y avoir entre un site web et les stocks réels en magasin, encore qu'il y a la complexité des logiciels de gestion. Mais il ne faut pas négliger vraiment
tous ces insights consommateurs qui concernent les parcours clients, donc qui sont postés sur les médias sociaux. En termes de recommandations, pour exploiter ces deux sujets majeurs de conversation, comme ces enseignes, vous pouvez exploiter le jeu concours, hein, qui demeure un excellent levier, notamment sur Twitter et Instagram. Mais il faut équilibrer, hein, il faut des doses équilibrées. Il va falloir alterner les contenus et valoriser ces concours sans le banaliser par une fréquence trop élevée. Par exemple, l'adapter à la saisonnalité, comme on le voyait tout à l'heure avec Charlet. Il faut pouvoir développer aussi une écoute multiple, c'est-à-dire que quand vous faites de la veille et du social listening, par exemple, pour l'univers de l'équipement de la maison, ça va vous permettre d'analyser 3 axes essentiels: les insights consommateurs, les tendances de consommation et les styles de vie, et ainsi que les approches de vos concurrents. Donc de cette manière-là, vous allez pouvoir collecter les problématiques de vos consommateurs, vous allez pouvoir anticiper avec l'écoute des tendances et vous allez pouvoir vous inspirer des actions des concurrents. Ça vous permet notamment de travailler sur les points de friction qui demeurent assez nombreux concernant la livraison ou le fameux écart entre le site web et le magasin. Et puis enfin, ne jamais oublier que la mesure de votre réputation, la réputation de vos magasins, de vos enseignes, de vos marques, doit toujours mesurer 3 points: la notoriété, hein, premier point, est-ce qu'on parle de votre marque tout simplement? Deuxième point, la perception de votre marque, est-ce que c'est plutôt positif? Quels sont les mots-clés essentiels qui sont associés à votre marque? Et très important, les réactions aux messages. Je parlais tout à l'heure de ce post sur les casseroles d'IKEA sur Twitter. Eh bien, il y a eu pas mal de réactions négatives à ce type de message. Donc, il faut aussi en tenir compte et analyser. Il faut exploiter cette spécificité des réseaux sociaux qui permet, par rapport à d'autres médias, en plus d'analyser les réactions des internautes en instantané. Et donc, il ne faut pas surinvestir les réseaux sociaux en sens unique avec une information uniquement descendante, mais regarder ce que répond votre audience. Alors, on a vu ces 2 points de thèmes de conversation que sont les concours et le parcours client. Et sur ce dernier point clé numéro 10, on va voir qu'il y a aussi la thématique des projets et des réalisations qui constituent un axe très fort d'engagement dans le monde du retail, parallèlement à de nombreuses demandes de conseils de la part des clients, donc sur les réseaux sociaux. Donc très concrètement, eh bien, sur Instagram notamment, il y a par exemple Maison du Monde qui réalise de très bonnes interactions. C'est le post par exemple qui est en haut à droite. Surtout sur Instagram, hein, avec un post qui concerne la réalisation finale d'un appartement. C'est un très bon complément du conseil pur et dur en magasin ou conseil en ligne, de poster sur un projet de client ou un projet réalisé par des partenaires de l'enseigne. Je vous rappelle qu'on a vu en début de webinaire que 78% des Français pensent que le conseil est important, le conseil du vendeur est important. C'est les enseignes de meubles et de déco, hein, et de cuisine qui exploitent le plus cet axe qui est le projet final et la réalisation, essentiellement sur Instagram. Et puis en parallèle, comme je vous le disais, il y a de nombreux clients qui partagent leurs projets et leurs réalisations sur Instagram également, sur Facebook, mais aussi sur des forums très spécialisés comme le forum Construire à gauche, où les projets et les réalisations finales sont très détaillés. Et donc, on a des demandes de conseils pour les achats ou pour le déroulement du projet qui sont assez volumineuses, et les marques, finalement, l'ont bien compris en proposant des tests produits, de l'accompagnement, des conseils et des tutoriaux sur YouTube, Instagram ou TikTok. Et je vous parlais tout à l'heure de la personnification qui était essentielle. Eh bien, ils invitent maintenant souvent ces marques, les clients, à venir solliciter leurs vendeurs conseillers en magasin. C'est l'exemple du post d'Arty, vous voyez, en bas à droite. En termes de recommandations, justement, pour répondre aux demandes de conseils et d'inspiration, eh bien, il va falloir publier des conseils et tutoriaux, des tests produits le plus personnifiés possible, hein, vous l'aurez compris. Avec les conseils qui sont publiés sur les réseaux sociaux, tout ce qui est inspirationnel, donc c'est-à-dire une inspiration d'aménagement, de décoration, ça va faciliter le parcours client. Mais le conseil et l'inspiration, eh bien, l'un ne va pas sans l'autre. L'inspirationnel est efficace en bout de tunnel marketing pour un peu enclencher le désir d'achat du consommateur, mais au milieu du tunnel marketing, il faut passer à du conseil beaucoup plus concret et pragmatique. Ensuite, il faut collecter, analyser les messages de vos communautés qui suivent votre enseigne pour adapter le contenu en permanence et pour cerner les attentes et les projets de vos clients. Et puis, pourquoi pas détecter des nano-influenceurs que vous allez pouvoir ensuite activer. Il
faut aller au-delà d'Instagram et de Facebook, hein, encore on l'a vu, il y a de nombreux forums spécialisés qui regorgent d'échanges. Et puis, il faut penser à analyser les messages par critères assez fins pour éviter d'être noyé sous la masse. Par exemple, vous pouvez les analyser par étape du parcours client, la phase de veille, de recherche ou la phase de SAV. Et puis enfin, troisième reco, il faut savoir partager, commenter et réagir aux demandes et témoignages de vos clients et communautés. Je vous disais tout à l'heure qu'il ne fallait pas seulement une communication du haut vers le bas, mais vraiment dialoguer avec vos communautés. Donc s'appuyer sur l'UGC, hein, le User Generated Content, c'est-à-dire en le repartageant et en le valorisant. Impeccable. On a fait le tour des 10 points clés. Tout à fait. Alors, peut-être un petit récap, Christophe, hein, sur ce qu'on a dit, voilà, très, très brièvement, du point de vue SEO déjà. On a vu l'importance, hein, du trafic marque qui est vraiment prépondérant, qui occupe 70% du marché. La nécessité, pardon, de travailler une thématique à la fois parce que c'est un secteur très large qui inclut beaucoup de choses. Donc, on va essayer de concentrer les efforts les uns après les autres. Optimiser parce que 90% des contenus, en tout cas sur ces enseignes-là, ne génèrent aucun trafic SEO. Rafraîchissez les anciennes pages et anticiper sur les saisonnalités, ça va être très important. Et puis, devenez expert sur des thématiques grâce à une approche en cocon sémantique ou une approche en silo, en tout cas, à la fois dans les contenus travaillés et puis dans l'arborescence du site. Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur les réseaux sociaux? Alors, côté médias sociaux, vous l'aurez compris, hein, je l'ai répété, il faut personnifier, il faut s'appuyer sur ce désir de conseil, cette demande de conseil de la part des clients dans cet univers. En communiquant, il faut toujours s'adapter au code du canal. Ça paraît évident, mais on a vu des enseignes qui avaient tendance à dupliquer leur contenu d'un canal à l'autre et ça fonctionne pas très bien. Et pour ça, il faut faire de la veille pour s'inspirer de ce que peuvent faire les concurrents ou d'acteurs majeurs d'autres secteurs. Il faut analyser les messages, hein, pour adapter le contenu, donc bien regarder comment les clients, comment les prospects vont s'exprimer à propos des enseignes ou même de certains produits précis. Et toujours pour adapter le contenu et dialoguer, il faut mesurer les réactions à vos messages, hein. Il ne faut pas seulement poster et ensuite ne rien faire. Et enfin, le simple fait de différencier votre communication en termes de produits ou de services, ça vous permet vraiment de segmenter votre contenu. Donc, c'est quelque chose qui est assez simple à mettre en œuvre. Merci beaucoup, Christophe. Alors là, on a simplement gratté la surface, hein, de cette étude sectorielle qui est beaucoup plus longue, beaucoup plus complète, que vous pouvez télécharger donc en avant-première ici sur ce lien-là. J'imagine que dans le chat, voilà, ça y est, c'est fait. Ils sont très réactifs. Bravo à vous. Et donc voilà, n'hésitez pas à la télécharger pour en apprendre beaucoup plus sur ce secteur très complet, hein, très large. Il nous reste un petit peu de temps, Christophe, donc je te propose qu'on réponde à quelques questions. On va les prendre par ordre de vote. Et puis, la première, en termes de vote, ça va être une question de Léonie qui nous demande si ce sont des conseils qui sont applicables aussi pour le B2B. Alors, pour l'aspect réseaux sociaux, est-ce que tu verrais des différences entre le B2B, B2C sur les stratégies à adopter? Alors, il n'y en a pas tant que ça, mais les canaux prépondérants en B2B, on a l'habitude de voir, on l'a vu encore avec quelque chose qui n'a rien à voir, mais c'est le salon Vivatech, ça reste LinkedIn et Twitter. Même si Twitter, on peut le considérer un peu comme moribond pour certains secteurs, ça reste très efficace. Donc en B2B, il faut savoir que un achat va résulter en fait de l'analyse d'articles par les acheteurs B2B sur une période assez longue. Ils ont besoin de se faire une idée. Donc le contenu va être essentiel. Il faut passer beaucoup de temps à développer du contenu assez différent, mais de très haute qualité et à haute valeur ajoutée, mais aussi de le diversifier. Des témoignages clients, des choses un peu plus techniques, orientées produits, du contenu même aussi inspirant. Et en termes de canaux, je vous l'ai dit, LinkedIn est très efficace, que ce soit en organique ou en paid d'ailleurs. Alors d'un point de vue SEO, c'est pareil, ça va être à peu près les mêmes conseils. C'est les volumes qui vont changer finalement. Déjà, les volumes de concurrence sur le B2B vont être généralement plus faibles, hein, du coup, on va avoir des campagnes netlinking peut-être moins agressives. Et puis, les volumes de recherche de mots-clés,
c'est plus niche, donc il y a moins de volume. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de travail parce que souvent, voilà, vous êtes quelques acteurs à être en concurrence sur des tout petits marchés, ou alors parfois des marchés plus grands, hein, je ne sais pas c'est lequel ici, mais du coup, il y a quand même beaucoup de concurrence en termes de SEO. Donc, l'optimisation des contenus va être hyper importante. Le fait on a la chance quand on est en B2B, on est généralement très expert sur la thématique qui est traitée, donc faire intervenir les experts va être plus important que jamais. On a une question de Léonard, alors peut-être plutôt pour la partie SEO, qui nous demande comment on peut connaître et tester le content score d'un site en one page. J'ai du mal aujourd'hui. Alors, c'est vrai qu'effectivement, si vous n'êtes pas client SEMJ et si vous avez juste un site en one page, bah, ça peut se comprendre d'ailleurs. Difficile de l'utiliser pour tester le content score. Donc, il y a d'autres outils qui peuvent exister en gratuit. Après, voilà. Le mieux à faire, si vous avez juste une page à optimiser, le mieux à faire, c'est scraper la SERP. Vous prenez le top 10 des résultats de la SERP sur votre requête principale. Et dans ce top 10, vous allez scraper tous les contenus. Voilà, tous les contenus des pages, de la page qui se positionne sur ce top 10-là. Ces contenus-là, ensuite, bah, vous en extrayez tous les mots-clés. Donc, en fait, vous appliquez la méthode SEMJ, hein, et vous regardez si, même dans les H1, les H2, les H3, etc., il n'y a pas des mots-clés qui sont utilisés par les acteurs du top 10 et pas sur votre page. Si vous êtes exhaustif et si vous êtes, en gros, si vous citez tous les mots-clés, tous les mots-clés connexes, annexes et synonymes et les entités liées qui sont cités sur toutes ces pages-là, vous êtes bien optimisé généralement, hein. Donc voilà comme on peut le faire en mode un peu guérilla. Eva, quels outils conseillez-vous pour savoir les positions et rangs des différentes pages de notre site internet? Alors ça va dépendre de votre budget évidemment. Si vous voulez faire du suivi de position, simplement du suivi de position, moi je vous conseille vraiment SERanking qui est pour moi le meilleur outil de suivi de position. Si vous voulez un outil SEO un peu généraliste qui va à la fois faire un peu de suivi de position et puis de la recherche de mots-clés, bah, pour moi, le top du top, ça va être Ahref. Je trouve que c'est l'outil le plus performant. Bon, SEMrush, voilà, SEMrush et Ahref, en vérité, ont chacun des qualités et des avantages et des inconvénients. Donc, les deux sont très bien. On a une autre question, voilà, comment connaître le content score? Donc, vous pouvez essayer de le calculer à la main, c'est-à-dire voir en gros votre niveau d'exhaustivité hein, sur le contenu traité. Sinon, passer par une solution d'optimisation sémantique telle que SEMJ par exemple. Quel type de contenu on pourrait conseiller à une marque de mobilier très haut de gamme qui ne peut pas mettre en place des tutos et des concours? Donc, je m'adresse à toi, Christophe, quand on ne peut pas justement banaliser, comme tu disais si bien. Banaliser, oui, ne pas correspondre à l'ADN de la marque. Bah, il faut clairement là, ça va pas être trop TikTok, hein, ça va être du contenu assez léché, sophistiqué sur Instagram plutôt, avec du contenu inspirationnel sur l'environnement. On a vu des marques haut de gamme de mobilier qui postaient très peu leur mobilier lui-même, mais qui postait des vidéos sur des demeures de rêve aussi. Ça peut être intéressant. Et puis, on aperçoit le mobilier de temps en temps. Donc, plutôt sur les canaux Instagram, vidéo inspirante ou une visite de demeure. Et puis également sur YouTube. Je pense que c'est les deux canaux les plus intéressants. Ça vaut le coup aussi de tester aussi le LinkedIn hein, en mettant en avant du contenu peut-être un peu plus orienté produit et ciblé. Là, je parle évidemment en paid, hein, ciblé sur des audiences très spécifiques. Donc peut-être alors, je ne connais pas la marque dont vous parlez, mais ça peut être poster du contenu sur l'histoire de la marque et son savoir-faire. On a déjà vu ça pour des marques de luxe, notamment, sur LinkedIn. Super. Autre question hein, pour toi, l'expert médias sociaux, Christophe. On nous demande si, bah, apparemment, les indicateurs TikTok sont un peu plus optimistes que ceux des autres réseaux sociaux et que du coup, sur les tableaux qu'on présentait, les comparaisons, peut-être que ça fausse un peu la donnée? Alors, on en tient compte hein, chez Digimind de ces
cet optimisme des indicateurs TikTok, notamment le nombre de vues, c'est-à-dire tous les classements qui sont intégrés dans l'étude et dont on vous a présenté certains extraits dans ce webinaire, ils tiennent pas compte du nombre de vues, que ce soit sur YouTube, Instagram ou sur TikTok, parce que le nombre de vues sur TikTok, c'est toujours plusieurs dizaines de milliers, voire millions, et c'est vrai que ça écrase tous les autres canaux, et donc ça n'a plus trop d'intérêt en termes de comparaison. Donc on va rester sur des indicateurs, des KPI en termes d'engagement, c'est-à-dire de partage, de réaction, de like, au-delà de ces indicateurs de vue de vidéo qui sont intéressants, mais qu'on va traiter à part, justement. Super. Eh bien, merci Christophe. Et les dernières questions qui sera le mot de la fin. Je ne suis pas dans ce secteur d'activité, mais dans le bien-être. Que me conseillez-vous pour faire la même étude? Déjà, de nous faire des retours, puisque cette étude sectorielle sur l'équipement de la maison, elle est motivée aussi par les retours qu'on a eus de l'intérêt que ça suscitait chez les gens qui nous suivent. Donc, si on voit que c'est le cas aussi pour le bien-être, nous, avec plaisir, on fera aussi le même travail d'études sectorielles. Alors, si vous voulez le faire de votre côté, ça va demander pas mal d'outils, notamment des outils de suivi de mots-clés, des href, identifier une quarantaine, une cinquantaine d'acteurs prépondérants, extraire l'intégralité des mots-clés, puis ensuite les clusteriser. Donc, c'est un travail de longue haleine, mais qui est faisable. Et en tout cas, nous, avec plaisir, pour renouveler ce format, on testait aujourd'hui un nouveau format, c'est-à-dire études sectorielles sur vraiment une niche particulière. Et si le format vous plaît, n'hésitez pas à nous le faire savoir, et on peut reprendre l'expérience sur d'autres secteurs. Tout à fait. Un grand merci à toi, Christophe, d'avoir Merci à toi, participé à ce Charles, avec webinaire, plaisir. et puis également pour à cette étude qu'on a fait en collaboration. Et puis un grand merci à vous tous dans le chat. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite un bon appétit et une bonne journée. Salut. À bientôt. Bon appétit à toutes et à tous. Au revoir. Au revoir.